matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et donc à la volée, vous l'avez compris, Jérôme Sainte-Marie s'est installé ici en studio. Bonjour Jérôme Sainte-Marie. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Sondeur, politologue, président de l'Institut Pauling Vox et auteur de cet ouvrage, alors qui fait évidemment aujourd'hui plus que jamais, qui est plus que jamais d'actualité. Bloc populaire, une subversion électorale inachevée aux éditions du Cerf et Bloc contre Bloc aux éditions du Cerf. Il s'agissait évidemment du bloc populaire et du bloc élitaire. Je rappelle ces chiffres. Le Rassemblement national, donc pour ces élections aux européennes, a obtenu 2 fois plus de voix que la candidate de la majorité, Valérie Hayé, que le parti du Rassemblement national arrive en tête dans une écrasante majorité de territoires et que Jordan Bardella a gagné près de 2,5 millions d'électeurs en 5 ans, dernières élections de 2019 aux européennes. Et on voit cette carte dont on parlait, toute bleue avec une zone, la zone Hauts-de-Seine et région parisienne, les régions Hauts-de-Seine et région parisienne, qui, là où le Rassemblement national enregistre son pire résultat, mais pour le reste, on a des régions qui sont bien au bleu. Alors Jérôme Sainte-Marie, c'est vrai que ça va tout à fait confirmer vos analyses, même plus, là on est presque plus que dans le bloc populaire, ça dépasse le bloc populaire finalement. Je vais essayer de préciser en quoi ça les valide ou en quoi d'ailleurs ça les nuance. Je voudrais d'abord vous remercier pour votre invitation et puis saluer Guillaume Bernard que j'ai connu il y a quelques années et dont je lis les travaux toujours avec un intérêt parce qu'on a des modes de raisonnement qui sont par ailleurs très différents. Oui, très différents, mais justement c'est intéressant de vous entendre tous les deux. Voilà. Alors, on lit parfois actuellement notamment sous la plume de Frédéric Dabi à l'IFOP ou d'autres, que le RN serait devenu un parti attrape-tout. Oui. Ce qui serait le contraire en fait de ce que j'ai essayé de théoriser. Alors je crois qu'il y a une petite confusion parce que effectivement le Rassemblement national, votre Rassemblement national a progressé dans toutes les catégories. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous passez de 23% il y a 5 ans à 31,5% aujourd'hui, forcément, vous commencez à être présent davantage dans des catégories où vous étiez assez faible. Mais si on va un peu plus loin, et ça se voit aussi sur la carte de France, on se dit, tiens, c'est dans toutes les régions, donc en fait, c'est un vote qui est devenu homogène, sociologiquement et géographiquement. Rien n'est plus faux. En réalité, c'est un vote qui a progressé dans à peu près les mêmes proportions dans toutes les catégories, ce qui fait que les niveaux sont très différents de ce qu'ils étaient auparavant, mais que la structure du vote est restée la même. Je vais me faire comprendre. Oui. Il y avait 11% des cadres qui votaient, parmi ceux qui votent évidemment, qui votaient pour le Rassemblement national, pour la liste Bardella en 2019. Ces 11% sont devenus... Et combien pour Emmanuel Macron, juste à peu près Ouh là là, c'était considérable, je ne sais plus. C'était 3 fois plus, un truc comme ça. Enfin, c'était en 2019, c'était vraiment le grand. C'était au moment des Gilets jaunes en plus. Donc la République en marche était littéralement le parti de l'ordre et il avait un vote particulièrement creusé sociologiquement. Mais bref, il y avait dans mémoire donc 11% de vote des cadres supérieurs, publics et privés confondus, pour le Rassemblement national pour la liste Bardella. On est passé à 20%. Donc les gens se disent, c'est presque 2 fois plus, c'est incroyable, il n'y a plus tellement de différence. Oui, mais dans le même temps. Donc, progression, je crois d'ailleurs que c'est de 13 à 20 pour être précis, de 7 points. Dans le même temps, la progression chez les ouvriers a été de 14 points, c'est-à-dire on est passé de 40 à 54% du vote ouvrier en faveur de la liste Bardella. Chez les employés, ça progresse de 13 points. On est passé à 40%. 13 partout, en fait. Vous augmentez de 13 à 14 sincèrement, partout. Non, parce que justement, ailleurs, chez les retraités, la progression est moindre. Alors, je crois que c'est 29% désormais chez les retraités. Donc, vous voyez, 20% chez les employés, et chez les cadres, 29% chez les retraités. De l'autre côté, 40% chez les employés, 54% chez les ouvriers. Les employés et les ouvriers, qui sont d'ailleurs souvent mariés ensemble, ce sont ce qu'on appelle les CSP-, ce qu'on appelle en sociologie les catégories populaires, c'est-à-dire à peu près la moitié de la population active. Vous voyez bien que donc le flot en quelque sorte s'élève, mais que la structure reste la même. Oui. Dans le sens inverse, on a pour la liste qui était autrefois La République en marche et qui est devenue donc Renaissance, du côté de la Macronie, on a également une structure qui est conservée, mais avec un niveau qui a baissé d'une dizaine de points en moins. Tant et si bien que parfois, dans ce que sont les zones de force de la Macronie, les retraités par exemple, et dans ce que sont les zones de faiblesse
du RN, on arrive à un résultat équivalent. Mais ça ne veut pas dire que c'est homogénéisé, ça veut dire simplement que vous avez une évolution très, très forte. Et de la même manière, alors voilà, par ailleurs, donc on est bien en train d'arriver à un bloc, c'est-à-dire non pas le bloc populaire, c'est pas le vote populaire. Le bloc populaire, c'est quand autour d'un noyau dur populaire s'agrègent d'autres catégories. C'est la théorie du bloc historique de Gramsci, pour être précis. Et alors en même temps, le discours du Rassemblement national, et notamment de Jordan Bardella, n'est pas du tout, et c'est bien le normal d'ailleurs, de parler de bloc populaire, puisque le bloc populaire, c'est quelque chose qui contraint un petit peu le discours vers certaines catégories. C'est un discours qui, je crois, en termes analytiques, tient la route, mais en termes politiques n'est pas très efficient, parce que ça fait un peu lutte des classes, ça fait un peu front populaire, ce qui tombe mal actuellement. Et ça peut faire un peu peur. Pour les plus anciens, ça ferait même démocratie populaire, mais ça, faut être un peu, c'est un peu pointu. Ça peut faire un peu peur aussi dans le contenu du discours, non ? Est-ce que on va dire les ambitions populaires sont peut-être un peu plus radicales que des ambitions, on va dire, plus cadres. Ce qui est radical dans les revendications populaires, c'est l'attachement à la patrie. Ça, évidemment, chez les cadres supérieurs du privé, c'est moins net, généralement. Ça, c'était vrai à l'époque de Péguy, ça l'est toujours autant, même davantage, puisqu'on est dans un capitalisme plus mondialisé. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Justement, ça, on peut le sentir aussi dans le Rassemblement national, cette évolution vers un discours plus doux, on va dire. C'est normal, vous savez, c'est pas moi qui l'ai forcément inspiré, mais lorsque j'étais amené à prendre la parole en septembre 2022, donc juste après la victoire relative quand même aux législatives, avec presque 90 députés, effectivement, j'avais essayé lors de cette rentrée, ces journées parlementaires, je crois que c'était à Agde, j'avais exposé effectivement ma théorie du bloc populaire, du bloc élitaire, mais en disant que désormais nous arrivions à une phase de dépassement. C'est-à-dire que c'est bien le vote populaire qui, à partir, justement, votre invité précédent y a contribué, M. Philippot, à partir de l'accession à la présidence du parti par Marine Le Pen, il y a eu un changement quand même idéologique assez important, et il y a eu une pénétration du vote RN dans les classes populaires de plus en plus solide. C'est bien ce vote populaire qui a permis de constituer un bloc populaire, c'est-à-dire de constituer ce parti en force d'alternance. À partir de là, c'est grâce à ce vote que Marine Le Pen a résisté à l'offensive Zemmour, donc en septembre-octobre 2021, et c'est grâce à ce vote populaire massif, qui est littéralement un vote de classe maintenant, c'est absolument incroyable, donc que le RN est pratiquement assuré d'être au second tour dans les élections décisives. Juste pour résumer, mais une fois qu'on est au second tour, il faut bien sûr tenir un autre discours, et tenir un discours d'intérêt général, de rassemblement. Et donc, c'est pour ça qu'il est judicieux que ces notions de bloc populaire, par exemple, passent largement dans l'ombre, puisque c'est quelque chose qui peut produire des effets politiques négatifs. Est-ce que ça peut pas produire des déceptions aussi, justement, de ce bloc initial qui s'est senti reconnu par le Rassemblement national, et qui justement a entendu, vous l'avez dit, l'attachement à la patrie, a entendu cet attachement à la patrie qui est pour lui peut-être plus important encore que pour les autres, parce que justement il est déclassé, il vit cette mondialisation malheureuse. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une déception qui ne se sent pas aujourd'hui dans les élections, mais qui peut se sentir en tout cas dans le discours d'un Florian Philippot aujourd'hui, qui dit mais finalement le Rassemblement national a oublié sa colonne vertébrale, il a oublié ce qu'il était? Je ne crois pas que ce soit le cas. En tout cas, les catégories populaires sont d'une fidélité encore accrue au vote RN. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Rassemblement national, y compris depuis le congrès de Tours, depuis du Rassemblement national, je crois que c'était janvier 2011 de mémoire, ce parti n'est pas un parti de gauche, ce n'est pas un parti qui place les questions sociales au premier plan. Ça reste un parti avant tout national, ou un parti qu'on pourrait appeler même de nationaliste, c'est pas un gros mot. Et c'est un parti simplement c'est un nationalisme qui a compris que pour défendre l'indépendance et la grandeur de la nation, il fallait s'appuyer de manière privilégiée sur ceux qui étaient le plus concrètement attachés. C'est une différence très nette avec le discours d'Éric Zemmour, par exemple. Et c'est pour ça que moi, j'avais essayé de théoriser ça en disant, mais voilà, c'est bien beau d'avoir des gens qui sont patriotes, il y en a dans tous les milieux sociaux, et, fort heureusement, mais vous avez des catégories immenses, numériquement, qui ont un attachement pratique, qui ont même un rapport de nécessité à la nation.
Si vous si vous sortez d'une école de commerce, que vos enfants font des études à l'étranger, etc., ce qui est d'ailleurs un peu mon milieu en fait, ou ma promotion de Sciences Po, si vous voulez, eh bien, c'est un milieu parisien. Il y a des gens patriotes, moi j'espère en être, si vous voulez, mais il n'y a pas de rapport de nécessité. Au fond, l'ambition de ces gens-là, c'est que leurs enfants fassent des études à l'étranger, aillent travailler dans des groupes multinationaux. La mondialisation leur profite s'ils sont propriétaires d'un bel appartement à Paris, parce que ça fait lever les prix. C'est pas Alain Minc, c'est tout aussi tous les gens. Vous savez, si le marché immobilier parisien a explosé depuis 2000, c'est aussi lié à l'euro, c'est aussi lié à la circulation des biens et des personnes. Et dans les métropoles, on profite. Oui, bien sûr. Christophe Guilly l'a écrit bien mieux que moi, si vous voulez. On profite de la mondialisation. Donc je préfère, si vous voulez, m'attacher de manière privilégiée à ceux pour qui la mondialisation pose toutes sortes de problèmes à cause de l'immigration, à cause de délocalisation. Oui, mais alors tout à fait. Alors suivons votre pensée. Vous vous attachez à eux. Et en même temps, le discours ne s'attache plus à eux. C'est ça qui est intéressant, finalement. Il y a presque un paradoxe. Vous vous attachez à cet électorat, mais eux, ce qu'ils demandent, vous l'avez dit vous-même, ils avaient un fort attachement à la patrie. Et aujourd'hui, dans cette phase de dépassement dont vous parlez, le Rassemblement national ne parle pas de quitter l'OTAN, de quitter l'Union européenne ou de quitter Schengen, ou même de quitter le marché de l'électricité, si je ne me trompe pas. Donc C'était plus compliqué, mais sur l'OTAN, vous savez, les Français ne veulent pas. Attendez, on est dans un système démocratique. Vous ne pouvez pas faire abstraction des souhaits des personnes. Oui. En plus, on est aussi dans une réalité où malheureusement, les choix qui ont été faits en 1992 et en 2005, moi j'ai voté contre, mais ça date de très longtemps maintenant tout ça. Hein. Et les effets négatifs de ces référendums et de l'intégration européenne ont eu lieu. Le pays s'est terriblement affaibli, s'est terriblement désindustrialisé. On est obligé d'en tenir compte. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est malheureusement cet affaiblissement provoqué, je pense, par la construction européenne pour le pays, produit des effets qui rendent plus difficile le départ. Donc, et puis, par ailleurs, on n'est pas dans une conversation théorique sur nos préférences personnelles. Ce qui est d'ailleurs toujours très dangereux en politique. Hein. C'est comme ça qu'on devient un groupuscule, c'est comme ça qu'on perd le contact avec la réalité. On est dans un système où effectivement on doit établir un consensus auprès d'une majorité de citoyens pour pouvoir exercer le pouvoir, ce qui nous donnera ensuite d'ailleurs des marges de manœuvre. Moi, les pétitions de principe sur tous les sujets internationaux, c'est bien, on peut faire j'habite à côté de République, il y a plein de gens tous les dimanches ou le samedi qui manifestent à la République pour des causes diverses et qui sont très attachés à leur pureté de leurs intentions. Mais leur influence ne dépasse pas la place de la République. Donc il faut à ce moment-là, si vous voulez, avoir une stratégie réaliste et effectivement tenir compte des affects. En 2017, lors de la campagne de 2017, je me souviens très très bien que quand on demandait aux gens leur choix, leurs préférences, il y avait deux choses il y avait deux souhaits qui étaient les derniers de la liste. Le souhait de quitter l'OTAN, le souhait de quitter l'euro. Il ne fallait pas se méprendre non plus sur les résultats du référendum de 2005. À tort ou à raison, c'est pas vraiment mon problème en l'occurrence. Les Français qui ont voté non, les 55% qui ont voté non et dont le vote a été bafoué ensuite, c'est pas 55% de personnes qui voulaient sortir ni de l'Union européenne ni de l'euro. Il y avait tout un vote de gauche, notamment cette nouvelle Europe, de manière assez vague. On veut plus de social, plus de trucs. Il y a beaucoup d'illusions en réalité là-dedans. Mais moi, je suis d'abord sondeur, si vous voulez, et comment dirais-je, électoraliste, je suis bien obligé de tenir compte de ce que pensent les gens. Et puis par ailleurs, c'est vrai qu'une sortie de tout cela poserait des problèmes. Donc c'est là-dessus, comment dirais-je, c'est peut-être moins flamboyant, mais ça sera plus efficace à mon avis pour défendre les intérêts. C'est la réelle politique en fait. C'est l'idée, oui, l'idée c'est que quand même le but de la politique n'est pas encore une fois d'exprimer la pureté de ses intentions, mais d'exercer le pouvoir dans un cadre national pour essayer de faire autant que possible du bien au pays. Sinon c'est un exercice qui est intellectuellement satisfaisant, mais qui est totalement vain. D'accord. Alors, on a compris sur ce point-là. Maintenant, je voudrais qu'on regarde justement concrètement ce qui se passe aujourd'hui devant nos yeux. Et alors, on a déjà parlé, je ne vais pas vous repasser les extraits parce qu'on les a entendus juste avant, ces échanges entre Jordan Bardella, Marion Maréchal, l'appel peut-être à Nicolas Dupont-Aignan. On a entendu Jordan Bardella dire qu'il discutait aussi avec des cadres LR. Que peut-il se passer ? Est-ce qu'il peut y avoir une véritable union de droite, alors justement, est-ce qu'on parle encore de droite ou est-ce que c'est une autre forme de bloc d'ailleurs ? Comment vous voyez les choses ?
Alors, moi, j'ai entendu de la part de Marine Le Pen comme de Jordan Bardella récemment le fait que cette histoire d'union des droites ne les concernait pas. C'est-à-dire que proclamer le fait d'être de droite est le meilleur moyen de devenir minoritaire. Je sais, c'est Jean-Yves Camus qui faisait remarquer récemment que aucun parti en France ne s'est revendiqué, en tout cas depuis 1945, ne s'est revendiqué de la droite. Enfin, aucun parti qui a vraiment eu un développement important ne s'est revendiqué de la droite. Il y a toutes sortes de partis qui se revendiquent de la gauche, mais un parti qui met le mot droite dans son nom, un parti qui a un peu de succès électoral, ça n'existe pas. Donc, si vous voulez, c'est un signifiant qui me paraît, alors là-dessus je suis en total désaccord avec Guillaume Bernard, qui me paraît très, très superficiel et surtout, et en fait assez creux. La notion de droite, je relisais l'ancien ami de Guillaume Bernard d'ailleurs, La cause du peuple de Patrick Buisson hier soir, voyez-vous. Et Patrick Buisson, qui était très attaché lui aussi à ce signifiant droite, expliquait que René Raymond avait tort parce qu'il distinguait trois droites, mais pour Patrick Buisson, deux de ces trois droites, donc la droite orléaniste et la droite bonapartiste, n'étaient pas vraiment des droites. Il y avait que la seule droite réelle, c'était la droite légitimiste. Et donc vous voyez, donc là on est dans une espèce de système qui va vers la réduction à ce que chacun pense de ce qu'est réellement la droite. Alors je connais bien ça parce qu'il se trouve que je viens plutôt d'un bord politique opposé et à gauche c'est pareil, il y a des gens vous pouvez avoir des conversations infinies au fil de la nuit sur qui est réellement de gauche et à la fin c'est la personne qui considère qu'elle est de gauche, donc le gauche c'est le bien, la gauche se réduit quasiment au choix d'une personne. Oui mais regardez, vous voyez bien un Front populaire qui se fait, donc un arc de gauche et de l'autre côté malgré tout on a l'impression que l'arc est... D'une part c'est Front populaire, d'autre part c'est une pure alliance électorale. Alors justement là nous y sommes, il faut effectivement constituer une majorité. C'est pas la peine de rentrer dans des considérations fumeuses sur est-ce que la droite, etc. Parce que encore une fois, tout à fait en opposition avec Guillaume Bernard qui vient de nous dire l'inverse. Lui, il nous a dit il y a une différence entre union et unité, et là, ce sont des rassemblements de boutiques. Mais c'est pas ce que je dis. Je n'en ai pas forcément en opposition. Je veux dire, si on recherche la fusion idéologique, c'est le plus sûr chemin vers l'échec. La minorité, Je prends un exemple historique pour me faire comprendre. Dans les années 60, face au gaullisme triomphant, le Parti socialiste, la SFIO, plus le Parti socialiste, et le Parti communiste avaient mis en place des commissions pour essayer de fusionner leurs programmes et leurs positions idéologiques. Évidemment, personne n'est arrivé à rien. Puis un jour, il y a eu quelqu'un qui s'appelle François Mitterrand, dont l'idéologie n'était pas très claire et ce n'était pas son sujet principal, et qui, notamment au congrès d'Épinay, a proposé une alliance électorale en disant au lieu de mettre la fusion idéologique en premier, mettons d'abord les accords de report de voix de second tour en premier. Ça s'est appelé le programme commun, puis après l'union de la gauche si vous voulez, et c'est comme ça qu'il a failli prendre le pouvoir en 1974 et 1978, qu'il a finalement pris en 1980. Il faut jouer selon les règles. Là on est dans une situation si vous voulez où le camp national peut espérer exercer le pouvoir dans 5 semaines. C'est un événement incroyable, c'est une accélération du temps formidable et il faut se donner les moyens tactiques. Alors c'est quoi ces moyens de y arriver, c'est-à-dire d'avoir effectivement la possibilité des accords qui permettent des accords avec des partis ou des personnes qui permettent d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale dans quelques semaines. C'est aussi concret que cela. Si après, vous voulez à tout prix proclamer la droite ceci, la droite cela, vous êtes sûr de basculer peu à peu vers la minorité, d'autant plus que de cet électorat populaire qui est la base du succès du Rassemblement national, a connu la droite au pouvoir. C'est des gens qui, par exemple, donc ils en ont été fortement déçus, notamment à l'époque de Sarkozy, et c'est des gens qui ont massivement, se sont mobilisés ou pas, mais en tout cas dans les sondages, étaient massivement opposés à la réforme des retraites, qui elle était totalement soutenue par les LR et par Reconquête, qui tenaient à faire savoir, alors qu'ils n'étaient même pas au pouvoir, que s'ils étaient au pouvoir, ils auraient fait cette réforme des retraites, etc. Très bien, rejetée par 70% des Français et une majorité écrasante des actifs. Mais là, on revient à votre analyse, finalement. Est-ce que ça, c'est encore la droite ? Est-ce que ces LR sont encore la droite ? Est-ce que c'est pas du social-progressisme dans lequel, finalement, tout le monde se retrouve ? Macron, droite, gauche, sincèrement, je suis désolé, mais je suis un grand adepte de Jean-Claude Michéa et je le rejoins totalement sur le fait que ces notions de gauche ou de droite, ou alors prenons un sociologue comme Pierre Martin,
Martin, il disait si on prend sur quelques décennies, on met 2 boîtes, si vous voulez, et on va mettre une boîte sur laquelle on marque gauche et une boîte sur laquelle on marque droite. Et on va mettre dedans ceux qui auraient été toujours de droite ou de gauche. À la fin, les boîtes sont vides. C'est des positions, comment dirais-je, c'est des termes qui permettent à mon avis, qui permettent d'éviter de penser d'abord, et en tout cas qui sont des facilitateurs en quelque sorte, mais ces termes ont une origine, chacun le sait, parlementaire, ça vient de 1789, et ont une existence concrète qui est essentiellement parlementaire. Regardez, vous avez pris l'exemple du Front Populaire, là, qui vient d'être cette espèce d'ersatz du Front Populaire historique. On est dans l'ironie la plus totale, hein, c'est quand même, tout ça est assez burlesque. Eh bien, c'est une pure alliance électorale de second tour, comme l'était la NUPES en réalité. C'est ce que j'allais vous demander. Et donc, vous avez effectivement des gens qui s'opposent sur des choses fondamentales, mais qui se réunissent sur le fait d'essayer de sauver leur siège, en l'occurrence. Mais est-ce que c'est pas notre ambition notre ambition est un peu plus forte. Nous, c'est de conquérir le pouvoir. Oui. De conquérir le pouvoir. Vous voyez, là aussi, on est comme toujours dans le... C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans l'opposition et vous êtes dans la conquête du pouvoir. Conquérir le pouvoir, si vous voulez, il y a la stratégie suivie depuis plus de 10 ans maintenant a permis de conquérir des gens qui autrefois avaient voté à droite ou à gauche, mais on ne demande pas, si vous voulez, leur historique et leur papier aux électeurs, et de les réunir sur des positions qui étaient patriotiques et sociales, sans leur demander, et encore une fois, qui n'étaient pas faciles à classifier de gauche ou de droite. Ceux qui ont tenté à chaque fois d'exalter la droite des valeurs, c'est Bellamy, 8,5 il y a 5 ans, 7,5. C'est Éric Zemmour, alors, toute la droite, etc. Faut juger l'arbre à ses fruits. Regardez quels sont les résultats électoraux. Donc vous avez des gens qui, parmi les cadres ou parmi les électeurs du Rassemblement national, vous avez beaucoup de gens qui se sentent réellement de droite. Pourquoi pas ? Des gens qui se sentent de gauche, il ne doit pas y en avoir beaucoup, inversement. Mais il y a beaucoup de gens qui se sentent ailleurs, qui sont français tout simplement. Et donc c'est une démarche quasiment gaulliste. Vous avez effectivement le fait que ces termes-là sont des éléments de division et des éléments qui vous amènent au conflit interne et surtout à la minorité dans le pays. Ça n'intéresse plus les gens, ni Macron, enfin les deux champions du second tour lors des 2 dernières élections présidentielles ne se positionnaient pas à gauche et à droite. Alors ce qui se passe aujourd'hui, pour vous répondre concrètement, c'est que vous n'avez pas de possibilité d'accord avec des forces qui se situent, disons, dans l'opposition, on va aller très vite, de gauche à Emmanuel Macron. Vous n'avez pas non plus de possibilité d'accord avec des forces qui gravitent, et fort heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas d'accord possible avec eux, autour de la Macronie. Les individus qui sont passés par le macronisme, il y en aura qui viennent, et c'est comme ça qu'on devient majoritaire, donc ça c'est très bien. Mais c'est pas, là il y a quand même... pas d'accord de principe. Oui, parce que là il y a une opposition sur le rapport à la mondialisation qui est quand même déterminante. Inversement, vous avez des forces sur lesquelles il n'y a pas un accord, notamment en matière sociale, ou même en matière parfois européenne, qui est évident, mais vous avez des forces qui sont attachées à la forme nationale. Et ceux qui sont attachés à cette forme nationale, ça se trouve du côté de LR, bien sûr, et prioritairement de Reconquête, du côté de Dupont-Aignan, du côté du souverainisme, etc. Et donc c'est avec ces forces-là qu'il va falloir... vous savez, le souverainisme, c'est un terme... Oui, vous avez compris ce que je voulais dire. Ah bah non, mais alors non, si c'est le souverainisme sous sa forme groupusculaire et extrémiste, moi ça m'intéresse pas trop, si vous voulez. Pour vous, Asselineau, Philippot sont des extrémistes ? Non, mais c'est, comment dirais-je, c'est des gens qui mènent un combat qui a sa grandeur, c'est pas le problème. Moi j'ai voté comme eux en 92 et 2005, c'est un combat etc. de jeunesse, entre guillemets. Mais c'est des gens qui se sont fixés sur une formule qui visiblement n'intéresse pas les Français. Alors j'ai une dernière question à vous poser avant de vous libérer. Justement, vous dites ça, c'est pour que l'ambition du Rassemblement national aujourd'hui est de gagner. On va voir ce qui va se passer pour les législatives. Mais, et j'imagine que vous en êtes très conscient, la dissolution est également une forme de piège tendu par Emmanuel Macron. Le gouvernement, dans les conditions actuelles, va être très compliqué. Comment vous envisagez les choses ? Alors déjà, on ne choisit pas les circonstances historiques où on fait de la politique. Par ailleurs, on ne peut pas dire aux gens qu'effectivement la France est menacée d'un effondrement, parce que, encore une fois, la définition comme souverainiste, à mon avis, quelque chose également est piégeuse. Mais inversement, s'il y a bien un parti qui défend la souveraineté, et même les souverainetés, dans le domaine culturel, énergétique, etc., c'est bien le Rassemblement national.
partir de là, sur le papier, il vaut mieux prendre le pouvoir après une présidentielle qui donne une force symbolique, une force propulsive en quelque sorte, déterminante. Mais en même temps, dans des circonstances, si vous voulez, où le pays c'est même pas menacé, connaît un délitement généralisé et mis en échec à tous les niveaux, au niveau scolaire, au niveau économique, au niveau de la politique étrangère, tout cela, vous n'allez pas dire « Ah bah attendez, non, alors là, réglez bien vos montres, on se retrouve dans 3 ans ». C'est impossible. c'est impossible, c'est impolitique. Effectivement, il y a une urgence, il faut prendre le pouvoir dans les conditions de possibilité du moment et faire au mieux. Je crois que, et c'est mon espérance profonde, que et on finira là-dessus. D'un point de vue statique, les gens peuvent se dire, y compris peut-être du côté de Macron, pas mal, même si on perd, je parle à la place de Macron, même si on perd dans 5 semaines, c'est pas si grave, on pourra empêcher avec ce qu'on appelle à tort l'état de droit, avec l'Europe, avec les marchés financiers, avec tout cela, on pourra en quelque sorte saboter le vote des Français et on pourra mettre comme ça en échec le Rassemblement national. Ça, c'est un raisonnement qui peut, en chambre, comme ça, de point de vue statique, peut se défendre. Je crois que si jamais, et comme je le pense d'ailleurs, le Rassemblement national remporte l'élection, enfin j'en suis pas sûr, comme toute personne ne le sait exactement, mais si le Rassemblement national et ses alliés remportent l'élection dans 5 semaines, ça provoquera une déflagration dans le pays, ce que j'appellerais tout simplement l'état de grâce. Un état de grâce comme la France l'en a connu bizarrement, la comparaison peut paraître étrange, en 1981, provoquer ensuite une mobilisation, notamment de ces catégories du bloc populaire, qui permettra d'avancer politiquement beaucoup plus loin qu'on ne le pense, et de permettre de vaincre des résistances. Vous ne craignez pas ce système de blocage ou d'inertie? Vous savez, c'est très compliqué à mettre en place. Ça signifierait que l'exécutif se mettrait en scène. D'une part, ça veut dire qu'on aura gagné. Et si on a gagné, ça veut dire qu'une majorité de Français ont voulu cette victoire et ne voudront pas s'en laisser priver. Par ailleurs, ça signifierait quand même que dans une logique digne de Coblence, l'oligarchie se mettrait en scène pour saboter le vote des Français. Alors ils l'ont fait en 2005. Oui, ce ne serait pas une première. Mais ils étaient au pouvoir. Là, c'est quand même, ils garderont des positions de pouvoir dans la société et même à l'Élysée, mais ils seront quand même confrontés à ce choix des Français. D'autant plus que Emmanuel Macron, ne l'oublions pas, sera terriblement affaibli. Regardez comment en 1997, Jacques Chirac a été affaibli dans les premiers mois ou même les premières années après son choix malheureux. Encore une fois, ce n'est pas une majorité qui va s'imposer à lui, comme c'était le cas pour François Mitterrand en 1986, parce que c'est le calendrier électoral. C'est le président de la République qui aura décidé de faire une dissolution pour un homme qui a fondé sa légitimité auprès de ses amis, moi ça ne me concerne pas, mais contre le Rassemblement national, et qui aura amené dans un des principaux pays européens, donc cette force nationaliste, au pouvoir. Dès le lendemain, ça a déjà commencé d'ailleurs, Renaissance et tout cela explose. Il est discrédité auprès des élites qui l'ont soutenu, auprès du bloc élitaire, et ça nous donne, dans les premiers temps de notre mandat, ça nous donne à ce moment-là une puissance dont on n'a pas idée. Eh bien, à suivre en tout cas. Merci beaucoup Jérôme Sainte-Marie, sondeur, politologue, président de l'Institut Polingvox. Et je rappelle votre livre Bloc contre Bloc aux éditions du CERF. Merci beaucoup pour cette analyse très enrichissante, évidemment dans une période très riche en politique. On est vraiment dans la politique là. Merci beaucoup à vous tous, chers auditeurs.